La pauvre femme de ménage errait sans but après avoir été renvoyée et a étreint un inconnu, sans imaginer qu'il était un PDG millionnaire. Sa vie a changé à jamais. Claire Dubois, 34 ans, vivait dans un petit studio sans prétention à Montreuil, un endroit modeste qu'elle appelait foyer depuis près d'une décennie. Chaque matin, elle empruntait la ligne 9 du métro, direction République, pour rejoindre un immeuble de bureaux ultramoderne où elle travaillait depuis 5 ans comme agente d'entretien. Ce n'était pas le métier dont elle avait rêvé, enfant, mais c'était un emploi stable, et la stabilité était un luxe qu'elle avait appris à chérir. Ce mardi-là, le ciel de Paris versait une pluie fine et persistante, recouvrant les trottoirs d'un voile miroitant. Claire, emmitouflée, dans son imperméable beige usé, se frayait un chemin entre les passants pressés. Rien ne laissait présager que cette journée sortirait de l'ordinaire. Pourtant, en entrant dans le hall du bâtiment, elle sentit quelque chose d'étrange. Les regards étaient fuyants, les salutations plus brèves qu'à l'accoutumée. Lorsque la chef d'équipe lui demanda de la suivre dans une salle de réunion, Claire comprit que quelque chose n'allait pas. Assise sur une chaise froide face à 2 représentants de l'entreprise, elle apprit en quelques phrases sèches que son poste était supprimé. La société avait décidé d'externaliser les services de nettoyage à une autre entreprise, plus compétitive, selon leurs termes. Il n'y eut ni merci ni au revoir, juste une lettre de rupture et une signature au bas de la page. Claire resta figée quelques secondes, son badge toujours accroché à son gilet. Lorsqu'elle sortit, les larmes menacèrent de couler, mais elle les ravala. Dans l'ascenseur, le silence était plus pesant que jamais. Une fois dans la rue, les bruits de la ville lui parurent lointains, étouffés. Ses pieds la guidaient, sans qu'elle sache où aller. Elle n'avait plus de raison de rentrer si tôt, et encore moins d'énergie pour réfléchir. Elle passa par la place de la République, son sac sur l'épaule, son badge ballottant à chaque pas. Le monde autour d'elle semblait pressé, affairé comme si la vie de chacun suivait un plan précis, sauf la sienne. Elle flottait, elle errait. Les souvenirs remontèrent, les nuits passées à pleurer en silence pendant son adolescence, les foyers d'accueil, les petits boulots enchaînés dès l'âge de 16 ans. Elle avait construit sa vie avec les moyens du bord, sans jamais baisser les bras. Mais aujourd'hui, elle sentait une brèche s'ouvrir en elle, une fragilité nouvelle. Arrivée à un carrefour, alors que le feu piéton passait au rouge, elle s'arrêta. Autour d'elle, les passants attendaient. Elle tourna la tête et vit un homme, la quarantaine, debout à côté d'elle. Il semblait absorbé par ses pensées, un air calme et distant sur le visage. Et alors, sans réfléchir, dans un élan irrépressible, Claire tendit les bras et l'enlaça. Elle ne savait pas pourquoi elle le faisait. C'était instinctif, une réponse à cette douleur sourde qui lui comprimait la poitrine. Elle enfouit son visage contre son épaule, sans un mot. L'homme se figea un instant, surpris, puis posa doucement ses mains sur ses bras, sans la repousser. Les secondes s'étirèrent. Autour d'eux, les gens les dévisageaient, certains avec amusement, d'autres avec incompréhension. Mais Claire ne voyait rien, n'entendait rien. Il n'y avait que ce geste, cet instant suspendu dans le tumulte parisien. Elle murmura un pardon étouffé, mais ne s'éloigna pas. Et lui, contre toute attente, resta immobile. Il n'y avait ni malaise ni reproche dans son regard, juste une étrange bienveillance. Claire sentit ses mains trembler légèrement alors qu'elle desserrait son étreinte. L'homme, toujours calme, la fixait désormais avec une lueur de curiosité paisible. C'est à ce moment précis, dans ce croisement animé de République, qu'un acte spontané devint le point de bascule de toute une vie. L'homme ne bougea pas. Dans le vacarme des klaxons, des conversations emportées et du bruit constant de la ville, il restait là, silencieux, enveloppé dans son manteau gris anthracite, les bras détendus le long du corps. Il avait cette posture de quelqu'un qui ne s'offusque pas, qui sait attendre, ou peut-être qui comprend sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Claire, encore collée contre lui, sentit un étrange apaisement monter en elle, comme si ce simple contact lui rappelait qu'elle existait, qu'elle n'était pas transparente. Elle se recula lentement, gênée, ses joues en feu. « Pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris, » murmura-t-elle, les yeux baissés. Il pencha légèrement la tête sur le côté, intrigué. « Pas de souci, dit-il simplement. Vous aviez visiblement besoin d'un câlin. » Claire risqua un regard vers lui. Son visage était doux, marqué par quelques rides autour des yeux, un regard franc
et une barbe soigneusement taillée. Il portait un jean foncé, un pull bleu marine et un manteau simple mais bien coupé. Rien de clinquant. Rien qui trahissait une richesse ou un statut particulier. Et pourtant, quelque chose, dans sa manière de se tenir, de parler, inspirait une forme d'assurance rare. « Vous allez bien ?» demanda-t-il après une pause. Claire hésita. Elle voulait répondre « oui » par habitude, par réflexe, mais les mots restèrent coincés. Elle haussa les épaules, secoua la tête, incapable de formuler quoi que ce soit de cohérent. L'homme attendit, ne la pressa pas. Il regarda autour de lui, puis désigna un café à quelques pas de là, avec une devanture en bois et des tables en terrasse, malgré la pluie fine. « Vous accepteriez un café ? Je pense que vous avez besoin d'en boire un maintenant. » Claire le fixa, perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui proposait ça. Il aurait pu s'éloigner, faire semblant de ne rien avoir vu. Il aurait pu rire ou s'agacer. Mais non. Il proposait un café comme si c'était la chose la plus normale du monde après s'être fait enlacer par une inconnue au beau milieu de la rue. Claire hésita, scruta ses traits à la recherche d'un piège, d'une arrière-pensée. Mais elle n'en vit aucune. « Je ne veux pas vous déranger, » dit-elle. « Si j'étais pressée, je ne l'aurais pas proposé. Allons-y. » Elle le suivit, presque machinalement, troublée par la tournure improbable que prenait cette matinée. À l'intérieur du café, la chaleur contrastait avec l'humidité de la rue. Les vitres embuées dessinaient des halos de lumière floue sur les tables en bois. Ils s'installèrent à une petite table dans un coin. Claire serrait les pans de son manteau contre elle, mal à l'aise tandis que l'homme passait commande. 2 cafés noirs sans sucre. « Je m'appelle Louis », dit-il en tendant la main. « Claire ». Ils se serrèrent en la main. Elle sentit, à nouveau cette sensation étrange de calme émanait de lui, comme si son monde à elle, en ruine, trouvait un point d'ancrage momentané. Le serveur arriva, déposa les tasses, repartit. Claire enroula ses doigts autour de la porcelaine chaude sans boire. « Mauvaise journée ?» demanda Louis avec douceur. Elle sourit, amère. « Mauvaise année, plutôt. Ou mauvaise décennie. Je ne sais pas trop. » Il ne répondit pas, attendant qu'elle poursuive si elle le souhaitait, et à sa propre surprise, Claire parla. Pas de tout, non, mais de l'essentiel, de la perte de son emploi ce matin, de la façon brutale dont on l'avait renvoyée, de sa vie à Montreuil, du fait qu'elle ne savait plus trop à quoi s'accrocher. Elle parlait à demi-mot, souvent interrompue par de longs silences. Louis ne la coupait jamais. Il l'écoutait, réellement. Pas comme on écoute par politesse. Il hochait la tête parfois, posait une question brève ici ou là. Mais surtout, il la laissait vider un peu ce trop-plein. Quand elle s'arrêta, elle se sentit vidée, mais un peu plus légère. Louis vida sa tasse d'un trait, regarda sa montre et se leva lentement. « Je dois y aller, » dit-il. « Mais j'ai été ravi de ce moment. Merci pour votre confiance. » Il sortit un petit carton blanc de la poche intérieure de son manteau et le posa sur la table. « Si jamais vous avez envie de parler à nouveau. » Claire prit le carton, un peu confuse. « Merci, Louis. » Il hocha la tête et s'éloigna sans se retourner. Elle resta là, quelques minutes encore, le regard fixé sur la porte qu'il avait franchie. Puis elle baissa les yeux vers le carton. Simple, blanc. Son nom écrit en lettres sobres, Louis Marchand. Elle ne le reconnut pas tout de suite. Elle le glissa dans son sac, régla l'addition et sortit dans la rue, le cœur encore troublé par cette rencontre inattendue. Mais plus tard, une fois rentrée chez elle, elle tapera son nom dans un moteur de recherche. Et ce qu'elle découvrira, alors lui glacera le sang. Installée sur le bord de son lit, les jambes repliées contre elle, Claire tenait son téléphone d'une main tremblante. La pluie n'avait cessé de tomber depuis qu'elle était rentrée, dessinant des traînées grises sur la vitre de son studio à Montreuil. Son imperméable pendait, détrempé, sur le dossier d'une chaise. Le carton blanc que Louis lui avait laissé trônait sur la table basse, encore intacte, comme une énigme posée là. Après de longues minutes d'hésitation, elle se décida enfin à le saisir. Louis Marchand. Elle prononça le nom à voix haute comme pour l'apprivoiser. Quelque chose dans sa mémoire cliquetait doucement, mais sans vraiment se fixer. Elle ouvrit le navigateur de son téléphone, tapa les 2 mots et attendit. Les résultats ne tardèrent pas à apparaître, et lorsqu'elle vit la première photo, son souffle se coupa. Le même visage, la même barbe bien taillée, le regard calme, mais dans un autre contexte. Costume sur mesure devant un panneau portant le nom Ecotech Habitat. Claire cliqua.
L'article parlait d'un événement réunissant les entrepreneurs les plus influents de France. Et Louis Marchand y figurait en bonne place, fondateur et directeur général de l'une des startups les plus prometteuses et de la décennie, spécialisée dans les solutions écologiques pour bâtiments résidentiels. Claire posa lentement son téléphone, stupéfaite. Le cœur battant à tout rompre, elle lut d'autres articles. Diplômé de HEC, ancien ingénieur en matériaux durables, conférencier invité à l'ONU, plusieurs prix remportés, des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros. Elle avait pris un café avec cet homme. Elle lui avait parlé de sa vie, de sa détresse, de sa solitude. Elle l'avait enlacé au milieu de la rue sans savoir qui il était, et il l'avait écouté, comme si tout cela avait de l'importance pour lui. Un mélange d'humiliation et de panique la submergea. Elle revit la scène de République, l'étreinte irréfléchie, les larmes, le désarroi. Elle voulut effacer tout ça de sa mémoire, disparaître sous sa couette, redevenir invisible. Pourquoi un homme comme lui aurait-il perdu son temps avec elle? Peut-être par simple curiosité, ou pire, par pitié. Elle reposa sa tête contre ses genoux, tentant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Une voix intérieure lui disait de ne plus penser à cette histoire, de jeter la carte, d'oublier ce moment. Elle n'avait pas sa place dans le monde de cet homme. Elle ne l'aurait jamais. La nuit tomba sans qu'elle s'en rende compte. Elle ne mangea pas, ne répondit à aucun message. Elle se laissa simplement glisser dans le silence, bercée par le grondement lointain du trafic parisien. Mais au petit matin, alors que la lumière pâle filtrait à travers les rideaux, une notification éclaira son téléphone. Un email. Expéditeur, Louis Marchand. Objet. Simplement. Un autre café? Claire hésita avant d'ouvrir le message. Il était bref, mais précis. Il écrivait qu'il avait apprécié leur conversation et qu'il aimerait la revoir. Il précisait qu'il ne s'agissait de rien de plus qu'une invitation amicale. Sans engagement, sans pression, disait-il. Juste un autre moment. Suspendu comme hier. Claire relut le message plusieurs fois. Elle ne comprenait pas. Un homme de son niveau n'avait aucune raison de s'intéresser à une ancienne femme de ménage au chômage. Et pourtant, il lui écrivait. Il l'invitait. Sans prétention, sans obligation. Elle posa le téléphone, sortit sur le petit balcon de son studio. L'air frais du matin lui fit du bien. Les bruits de la ville commençaient à reprendre. Elle observa les gens dans la rue, chacun avec son propre monde intérieur, ses soucis, ses rêves. Et elle pensa à Louis, à sa voix posée, à son regard attentif, à l'absence totale de jugement dans son attitude. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la traite avec cette forme d'égard. Pas depuis longtemps. Ce n'était peut-être rien. Juste un moment humain. Mais c'était assez pour semer un doute en elle, une envie de répondre contre toute logique. Une partie d'elle voulait protéger sa fierté. L'autre voulait comprendre pourquoi cet homme ne l'avait pas repoussée. Elle rentra, s'assit à nouveau et fixa l'écran. Puis, sans se laisser le temps de réfléchir davantage, elle tapa une réponse brève. Pourquoi pas? Dites-moi où et quand. Et cette décision, si simple en apparence, allait ouvrir une porte qu'elle n'avait jamais osé entrevoir. Les jours suivants furent marqués par une tension étrange, une attente qui pesait dans l'air comme un orage imminent. Claire, d'habitude, si discrète et habituée à l'invisibilité sociale, se découvrait à guetter ses notifications avec fébrilité. Elle relisait l'email de Louis plusieurs fois, guettant un sous-entendu, une fausse note, une intention cachée. Mais non, tout semblait sincère, presque trop simple pour être réel. Ils s'étaient donné rendez-vous dans un café à Bastille, cette fois dans une petite rue plus calme, à l'écart du tumulte. Claire s'était rendue sur place à pied, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, ses pas lents trahissant son trouble intérieur. Elle avait passé la matinée à choisir des vêtements simples mais présentables, à lisser ses cheveux, à hésiter entre se maquiller ou non. Elle s'était arrêtée à un reflet dans une vitrine et s'était demandé ce qu'un homme comme Louis pouvait bien voir en elle. Lorsqu'elle arriva, il était déjà là. Il l'attendait dehors, accoudé à une barrière, un café à la main. Il lui adressa un sourire doux en la voyant approcher. « Bonjour Claire. Merci d'être venue. Bonjour. Je crois que je suis encore un peu surprise d'être là, avoua-t-elle. Moi aussi, dit-il avec une honnêteté désarmante. Mais c'est agréable, non? Ils entrèrent ensemble et s'installèrent dans un coin tranquille. Cette fois, c'était
Claire qui prit l'initiative de commencer à parler. Elle lui raconta quelques anecdotes de son travail d'agente d'entretien, les petites absurdités du quotidien, les collègues attachants ou lunatiques. Louis écoutait, riait parfois, posait des questions. Il ne cherchait jamais à recentrer la conversation sur lui. C'était déstabilisant et précieux. À la fin du café, alors que Claire commençait à se détendre, elle ne put s'empêcher de poser la question qui la brûlait de l'intérieur depuis qu'elle avait découvert son identité. « Pourquoi vous avez accepté que je vous enlace? Ce jour-là, pourquoi vous m'avez écouté? Pourquoi ce deuxième café ?» Louis la regarda longuement avant de répondre. Il sembla chercher ses mots avec soin. « Parce que ce que vous avez fait, c'était vrai, brut, sans filtre. Personne ne fait plus ça. Et parce que, ce jour-là, j'en avais besoin aussi. » Il marqua une pause, puis ajouta, presque comme « une confession. Ce matin-là, j'allais à une réunion avec des investisseurs, la 10e en 2 semaines. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais envie de tout envoyer valser. J'étais vidé. Vous m'avez rappelé pourquoi on fait tout ça. Vous m'avez ramené à quelque chose d'essentiel. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle observait cet homme, si sûr de lui en apparence, lui parler avec une vulnérabilité qu'elle n'avait pas anticipée. Elle se rendait compte que sous l'image du PDG, du visionnaire à succès, il y avait un être humain, fatigué parfois, égaré, comme elle. Ils sortirent ensemble du café, cette fois sans l'étrangeté de la première rencontre. Ils marchèrent un peu dans les rues du quartier, parlant de banalités. Avant de se quitter, Louis fouilla dans sa poche intérieure, sortit un petit carnet et y écrivit une adresse email professionnelle cette fois. « Je vais vous envoyer quelque chose, dit-il. Un projet. Je crois que vous pourriez m'aider. »« Moi » s'étonna-t-elle. « Aider à quoi ?» Il la fixa avec sérieux. « À créer quelque chose de vrai, quelque chose d'utile. » Le soir, chez elle, Claire reçut un email. Objet, projet rebond. Dans le message, quelques lignes à peine. Louise y expliquait son idée. Un programme de réinsertion professionnelle à destination des femmes en situation de précarité, visant à les former et à leur offrir un tremplin dans les métiers techniques ou administratifs des écosystèmes durables. À la fin, il écrivait « J'aimerais que vous soyez la première à m'aider à le structurer. » Claire relut l'email en boucle, les mains moites. Elle n'avait pas de diplôme, pas de titre, rien qui fasse d'elle une experte. Elle n'avait que son expérience et son envie de se relever. Elle posa lentement son téléphone, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Il venait de poser entre ses mains une promesse de renouveau. Claire mit plusieurs jours avant de répondre à l'email de Louis, pas par indifférence ni par négligence, simplement parce que l'ampleur de la proposition la dépassait. Elle avait lu et relu le message, pris des notes, cherché des exemples de projets similaires sur Internet. Mais chaque fois qu'elle posait le stylo, une pensée revenait en boucle. « Je ne suis pas qualifiée pour ça. » Malgré tout, la curiosité avait fini par prendre le pas sur la peur. Elle répondit par un simple « Je suis prête à écouter ». Et Louis lui fixa un rendez-vous dans les locaux de son entreprise. Claire se rendit à l'adresse indiquée un matin d'avril, le cœur battant à tout rompre. L'immeuble était un bâtiment moderne à ossature bois et panneaux solaires, à l'image de la philosophie de l'entreprise. Sobriété, durabilité, innovation. En entrant, elle sentit le regard de la réceptionniste glisser sur elle avec une légère surprise. Claire portait une tenue sobre mais soignée. Elle tenait fermement son sac contre elle comme un rempart. Quelques minutes plus tard, elle fut conduite dans un bureau lumineux à l'étage. Louis l'attendait, assis sur un canapé en lin, un dossier sur la table basse. « Bienvenue chez Ecotech Habitat », dit-il avec un sourire. Claire s'assit, encore tendue, mais décidée à écouter. Louis lui présenta son idée avec calme. Il voulait lancer un projet pilote, un programme de formation destiné aux femmes éloignées de l'emploi, souvent issues de milieux modestes, parfois sans diplôme, mais avec une expérience de vie précieuse. Il voulait les accompagner dans une reconversion vers des postes techniques ou d'appui à l'innovation sociale. « Il faut quelqu'un qui sache parler leur langue, dit-il. Quelqu'un qui a connu la galère, les petits boulots, le mépris. Quelqu'un qui sait ce que ça coûte de se reconstruire. » Claire l'interrompit, mal à l'aise. « Louis, je suis touché, vraiment. Mais je ne suis pas une professionnelle du social. Je n'ai aucun diplôme, aucune formation. J'ai juste survécu. » Il sourit, doucement, sans la contredire tout de suite. «
Et c'est exactement pour ça que je veux vous. Parce que vous avez survécu. Parce que vous savez ce que c'est que de tomber et de se relever. Parce que ce que je veux créer ne doit pas venir d'en haut, avec des consultants hors sol. Ça doit naître du réel. Et vous, vous êtes le réel. Claire resta sans voix. Elle n'avait jamais entendu personne parler d'elle de cette façon, comme si son parcours valait quelque chose, comme si son vécu, longtemps source de honte, devenait maintenant une richesse. Vous seriez en binôme avec une chef de projet expérimentée. On avancerait ensemble. Vous poseriez les bases. Vous écouteriez les femmes concernées. Vous concevriez quelque chose qui leur parle vraiment. Claire hésita encore. Elle avait peur de décevoir, de faire faux pas, d'être exposée à des regards de mépris. Elle avait déjà tant souffert de ne pas être assez, pas assez éduquée, pas assez présentable, pas assez brillante. Mais Louis semblait deviner chacune de ses réticences. Il posa ses coudes sur ses genoux, la fixa droit dans les yeux et dit « Vous avez la légitimité que personne ne peut acheter. Faites-moi confiance. Et surtout, faites-vous confiance. » Le silence s'installa. Claire baissa les yeux vers ses mains, crispées sur ses genoux, puis lentement elle les relâcha. Elle respira profondément et hocha la tête. « D'accord, on essaie. » Ce mot « on » lui parut plus lourd que prévu. Il signifiait un passage, une bascule. Elle n'était plus seule dans son combat. Elle s'apprêtait à entrer dans un monde inconnu, avec des codes qu'elle ne maîtrisait pas, des attentes immenses. Mais cette fois, elle aurait une place à elle. Louis lui tendit la main, comme un pacte silencieux. Claire la serra, la gorge nouée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose se réchauffer en elle. Une forme timide d'espoir. Le bureau qui lui avait été attribué au sein de l'espace de co-conception sociale d'Ecotech n'était pas grand, mais il possédait une fenêtre avec vue sur les arbres du boulevard, un luxe que Claire n'avait jamais connu dans ses anciens emplois. Elle passa les premières semaines à s'imprégner des lieux, à lire les documents internes, à assister à des réunions où elle se sentait souvent de trop. Elle prenait des notes avec application, s'appliquait à comprendre chaque terme, chaque sigle, chaque procédure. Louis tenait parole. Elle n'était jamais seule. Il s'assurait qu'elle ait toujours un point de contact, une référente expérimentée avec qui échanger. Mais tout cela n'empêchait pas les regards en coin, les silences dans les ascenseurs, les conversations qui s'interrompaient lorsqu'elle entrait. Certains employés, surtout ceux du département innovation, avaient du mal à accepter sa présence. Une ancienne agente d'entretien, devenue coordinatrice, pour eux, c'était un caprice du PDG, une expérience sociale naïve. Un jour, alors qu'elle venait d'intervenir avec assurance pendant une réunion sur le terrain d'implantation du projet pilote, elle surprit une discussion dans le couloir. Deux cadres ne se doutaient pas de sa présence. « Franchement, tu crois qu'elle va tenir ? Elle n'a aucune base théorique. Elle parle bien, ok, mais ça ne suffit pas. C'est la lubie de Louis. Il est dans sa phase altruiste. Il se lassera, comme toujours. » Ces mots la heurtèrent violemment. Mais au lieu de se retirer, elle entra dans la pièce, tête haute, et déposa calmement les documents qu'elle devait remettre. Aucun mot, aucun reproche. Juste ce regard fixe qui força les deux hommes à détourner les yeux. Mais plus dur encore fut le retour de l'un de ses anciens collègues, Pascal. Il travaillait dans l'entreprise de nettoyage à laquelle Claire avait été rattachée avant son licenciement. Elle le croisa par hasard dans une supérette près du siège d'Ecotech. Il la reconnut immédiatement. « Claire Dubois, alors comme ça, tu bosses dans un bureau maintenant ?» Le monde tourne à l'envers, ma parole. Elle tenta de garder son calme. « Et toi, Pascal, tu es toujours aussi désagréable ?» Il éclata de rire, sans gêne. « J'espère que tu n'as pas oublié d'où tu viens, parce que les gens, comme nous, ils nous tolèrent, mais ils ne nous acceptent jamais vraiment. Tu verras. » Ces mots, simples mais acérés, s'infiltrèrent dans ses pensées les jours suivants. Claire faisait tout pour avancer, mais la peur de l'échec, du jugement, de l'exclusion revenait sans cesse. Elle travaillait tard, relisait ses notes, révisait des termes de gestion de projet qu'elle découvrait à peine. Elle voulait être prête. Elle voulait prouver qu'elle méritait sa place. Mais la pression monta et un jour elle commis une erreur. Lors de la phase de planification du programme pilote, elle valida sans consulter l'équipe juridique une collaboration avec une petite structure associative. Elle ne savait pas que le contrat nécessitait une validation préalable en raison d'un partenariat financier européen.
Le document fut signé, envoyé et rendu public par l'association sur ses réseaux sociaux. L'erreur fut immédiatement détectée. La chef de projet expérimentée tenta de limiter les dégâts, mais les conséquences internes furent sérieuses. Des réunions furent convoquées en urgence. Certains hauts responsables demandèrent à Louis si Claire était réellement apte à ce poste. D'autres exigèrent une révision des processus de validation. Lorsque Claire apprit l'ampleur du problème, elle resta sans voix. Elle avait été négligente, elle le savait. Elle s'était laissée emporter par son enthousiasme, par la volonté de bien faire sans mesurer les implications. Ce soir-là, elle ne rentra pas chez elle. Elle resta dans la salle commune du 5e étage, seule, les bras croisés sur la table, la tête enfouie dedans. L'échec lui brûlait la peau comme un feu invisible. Elle avait honte, peur. Elle pensa à tout laisser tomber, à envoyer un email de démission et disparaître avant que les choses empirent. Mais alors qu'elle fermait les yeux, elle entendit une porte s'ouvrir, des pas, et la voix familière de Louis, calme mais ferme. « Tu as fait une erreur, oui, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Tu veux tout arrêter maintenant? Ou tu veux comprendre et recommencer, plus solide ?» Claire releva la tête. Elle lut dans son regard quelque chose de sincère, sans complaisance. Il n'était pas là pour la consoler, mais pour lui rappeler sa capacité à se relever. Elle ne répondit pas tout de suite, mais elle savait qu'il avait raison. Le lendemain matin, Claire retourna au siège d'Ecotech Habitat avec un calme en apparence, mais un feu intérieur nouveau. Elle avait passé la nuit à réfléchir, à repasser les événements dans sa tête, à revoir les points juridiques, les responsabilités qu'elle n'avait pas assumées. Plutôt que de fuir son erreur, elle décida de l'affronter de front. Elle rédigea un compte rendu détaillé de ce qui s'était passé, identifia les failles dans le processus de validation et proposa des mesures correctives précises. Lorsqu'elle envoya le document à Louis et à la chef de projet, elle ajouta une simple phrase en bas de page « Je ne demande pas l'indulgence, je demande à pouvoir continuer ». Ce geste ne passa pas inaperçu. Au lieu de la réprimander publiquement, la direction convoqua une réunion pour discuter de ses propositions. Et à la surprise de plusieurs, elles furent adoptées presque intégralement. Claire, désormais consciente de ses lacunes, fit ce que peu auraient osé. Elle retourna sur les bancs de l'école. Tous les soirs, après sa journée de travail, elle se rendait à une formation continue en gestion de projet social dans un centre pour adultes à Belleville. Les trajets étaient longs, les journées épuisantes, mais quelque chose en elle s'était réveillé. Elle n'avait plus peur d'apprendre. Elle ne se voyait plus comme une intruse. Elle se voyait comme une femme en construction. Petit à petit, la perception qu'on avait d'elle au sein de l'entreprise commença à changer. Ses collègues, d'abord sceptiques, furent forcés de reconnaître son implication. Claire ne cherchait pas à plaire, elle cherchait à bâtir. Lorsqu'une collaboratrice du pôle insertion proposa une activité trop théorique pour les bénéficiaires du programme pilote, c'est Claire qui, avec tact, expliqua pourquoi cela ne fonctionnerait pas. Elle proposa une alternative fondée sur son expérience de terrain, et cela fonctionna. Les bénéficiaires furent plus impliqués, plus présentes, plus motivées. Son pragmatisme, sa connaissance des réalités de terrain, son écoute attentive, faisaient la différence. Au lieu de chercher à imposer un modèle, Claire écoutait les femmes concernées, recueillait leurs paroles, leurs besoins, leurs rêves oubliés. Elle devenait un pont entre deux mondes qui d'habitude ne se parlaient pas. Louis, de son côté, restait présent mais à distance respectueuse. Il laissait Claire avancer, faire ses choix, prendre ses responsabilités. Lorsqu'il se retrouvait pour faire le point, il l'écoutait avec attention, prenait des notes, parfois même lui demandait son avis sur d'autres projets. Il la traitait en égale. Et cela, plus que tout, nourrissait chez Claire une nouvelle forme de confiance. 3 mois plus tard, le projet pilote était prêt. Un parcours complet d'accompagnement avec ateliers pratiques, formation de base, coaching individuel, immersion professionnelle dans les services d'Ecotech. Les premiers groupes étaient constitués. Claire coordonnait l'ensemble avec méthode, secondée par une petite équipe qu'elle avait elle-même formée. C'est à ce moment-là qu'un email inattendu arriva dans sa boîte. Il venait de la direction internationale d'Ecotech, une invitation à participer à une conférence à Lyon, où l'entreprise allait présenter ses nouvelles initiatives sociales devant un parterre d'investisseurs européens. Louis voulait que ce soit elle qui présente le projet.
Claire relut le message plusieurs fois, incrédule. Elle, montée sur scène, parlait devant des dizaines de professionnels aguerris. L'idée la terrifiait, mais elle se souvint de la promesse faite à elle-même, ne plus reculer devant ce qu'elle croyait inaccessible. Elle accepta. Elle commença à préparer sa présentation chaque soir avec rigueur, avec passion. Elle travaillait sa posture, sa diction, sa structure. Elle voulait être à la hauteur. Elle le devait pour elle, pour toutes celles qu'elle représentait maintenant. Le jour du départ pour Lyon, elle ferma son studio à Montreuil avec une sensation étrange. Elle n'était plus la même. Elle avait encore 1000 choses à apprendre, 1000 peurs à apprivoiser. Mais elle savait désormais qu'elle n'était pas là par hasard. Dans le train, elle repensa à cette matinée pluvieuse où tout avait basculé. Ce jour-là, elle avait touché le fond. Et maintenant, elle s'apprêtait à se tenir debout devant un monde qui ne l'avait jamais attendue. Le grand amphithéâtre de Lyon résonnait d'un murmure feutré. Sur les sièges en cuir sombre, une centaine de représentants d'entreprises, d'investisseurs et de décideurs politiques attendirent le début des présentations. Sur l'écran géant, le logo d'Ecotech Habitat s'affichait avec élégance, accompagné d'un slogan simple « Innover avec sens ». Dans les coulisses, Claire tentait de calmer les battements erratiques de son cœur. Elle avait répété des dizaines de fois. Sa présentation était claire, rythmée, appuyée par des visuels qu'elle avait créés avec l'équipe design. Et pourtant, une peur sourde menaçait de l'envahir. C'était une chose de parler en petit comité. En affronter une salle entière en était une autre. Louis apparut brièvement, posa une main sur son épaule et lui dit simplement « Tu es prête. Tu n'as rien à prouver, juste à partager. » Quelques minutes plus tard, son nom fut annoncé. Claire monta sur scène sous une lumière blanche crue. Elle prit une grande inspiration, regarda brièvement la salle et commença. Sa voix, d'abord un peu tendue, gagna rapidement en stabilité. Elle raconta l'origine du programme, les obstacles rencontrés, les femmes qu'elle avait rencontrées, les premières réussites. Elle insista sur l'approche centrée sur l'expérience, sur l'écoute, sur la dignité. Elle parla d'espoir, de travail concret, de résultats tangibles. Des murmures d'approbation s'élevèrent dans le public. Mais alors qu'elle terminait lors de la session de questions, un homme au premier rang leva la main. Il était grand, costume impeccable, accent britannique à peine dissimulé. « Madame Dubois, votre parcours est admirable. Mais permettez-moi, une question directe. Quel est votre niveau de formation académique? Avez-vous des diplômes reconnus dans le domaine de la gestion de projet ou de l'action sociale ?» Claire sentit la température de son corps chuter brutalement. Le silence tomba dans la salle. Elle ouvrit la bouche, hésita. Elle ne voulait pas mentir. « Non, » répondit-elle, la voix plus basse. « Je n'ai pas de diplôme universitaire. J'ai suivi des formations pratiques en cours du soir et j'ai l'expérience du terrain de la vie. » L'homme sourit poliment, mais son ton restait tranchant. « Je comprends, mais lorsqu'on parle de financement à grande échelle, de déploiement international, l'expertise formelle reste essentielle. Ce genre d'initiative, aussi noble soit-elle, peut-elle réellement être portée par une personne sans cadre académique solide? Un murmure gêné parcourut l'assistance. Claire sentit ses mains trembler. Elle tenta de répondre, de parler de sa légitimité vécue, mais sa voix vacilla. Le poids du jugement, de l'ancienne honte, ressurgit. La présentation s'acheva, dans une atmosphère pesante. Louis monta sur scène, remercia les participants, mais son regard trahissait une tension nouvelle. Dans les heures qui suivirent, les retours furent partagés. Certains louaient l'humanité du projet. D'autres questionnaient la crédibilité de sa représentante. Les articles spécialisés évoquaient une initiative prometteuse mais fragile. Un investisseur même exprima publiquement des réserves. De retour à Paris, Claire restait silencieuse. Elle évita les bureaux pendant 2 jours, se replia sur elle-même. Elle avait l'impression d'avoir trahi la confiance qu'on lui avait accordée. Les éloges précédents semblaient lointains, presque irréels. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Louis, touché par l'attaque publique et par sa propre responsabilité dans cette situation, préparait une réponse qui allait redessiner toute la stratégie d'Ecotech. Il avait compris que si l'on voulait changer les choses en profondeur, il ne suffisait pas de soutenir une femme comme Claire. Il fallait institutionnaliser le changement. Et pour cela,
Il allait jouer une carte que personne n'avait anticipée. Le lundi matin, l'ambiance au siège d'Ecotech Habitat était tendue, presque électrique. Les rumeurs circulaient depuis l'aube. Des membres du conseil d'administration avaient convoqué une session extraordinaire. Des noms étaient chuchotés dans les couloirs, des regards furtifs échangés dans les ascenseurs. Claire, revenue au bureau avec une détermination silencieuse, sentit immédiatement que quelque chose de majeur se préparait. À 11 heures, précise, Louis envoya un message à l'ensemble du personnel. « Rendez-vous dans la salle d'assemblée principale à midi, présence requise. » Les employés s'y rendirent par grappes silencieuses. Quand Claire entra dans la grande salle vitrée, elle fut surprise de voir que Louis se tenait seul sur la scène, sans notes, sans écran, juste un micro à la main. Il attendit que tout le monde soit assis avant de commencer à parler. Ces derniers mois, nous avons lancé une initiative ambitieuse. Intégrer la dimension sociale à l'innovation écologique. Beaucoup ont soutenu cette démarche, d'autres s'en sont méfiés. Et après notre présentation à Lyon, certains doutent ouvertement de la légitimité de ce que nous construisons. Il marqua une pause, balayant la salle du regard. C'est pourquoi je prends aujourd'hui une décision structurelle. À partir de maintenant, Ecotech Habitat disposera d'un département indépendant entièrement dédié à l'innovation sociale, avec un budget propre, des objectifs stratégiques clairs et une autonomie de décision. Des murmures s'élevèrent dans la salle. Ce genre d'annonce impliquait un changement profond dans l'organisation. Ce département ne sera pas une vitrine, il sera un moteur. Il ne sera pas dirigé par des consultants ou des profils classiques. Il sera dirigé par quelqu'un qui incarne les valeurs que nous prétendons défendre. Quelqu'un qui connaît la précarité, la reconstruction, la résilience. Il se tourna alors vers Claire, la fixa avec intensité. Claire Dubois sera directrice intérimaire de ce département. Elle a toute ma confiance. Elle a fait plus que survivre à un système. Elle le transforme. Le silence fut absolu. Claire sentit son souffle se couper. Elle ne savait pas si elle devait se lever, parler, fuir. Elle resta figée, les mains moites, le cœur tambourinant. Louis continua. « Je suis conscient que cette décision ne plaît pas à tout le monde, mais elle n'est pas négociable. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi aussi j'ai grandi sans privilège. Parce que moi aussi j'ai connu la honte de ne pas correspondre à l'image attendue. Parce que si nous prétendons créer un monde plus durable, il faut commencer par respecter ceux qui en sont les premiers oubliés. » Il laissa retomber le micro sur le socle, puis, sans ajouter un mot, il quitta la scène. Dans la salle, le silence persista, puis des applaudissements timides éclatèrent, avant de grandir, de se répandre comme une vague. Certains se levèrent, d'autres restèrent interdits, mais Claire, elle, restait immobile, bouleversée. Elle venait d'être projetée à l'avant-scène d'une bataille qu'elle n'avait jamais cherché à mener, mais qu'elle n'avait désormais plus le droit d'ignorer. Cependant, cette décision n'était pas sans conséquences. Le conseil d'administration, déjà nerveux face à l'orientation sociale de Louis, perçut cette annonce comme une provocation. Dans les jours qui suivirent, les tensions montèrent. Des membres influents exprimèrent ouvertement leur désaccord. Ils évoquèrent le manque de rigueur, le risque pour l'image de l'entreprise et surtout la centralisation excessive des décisions entre les mains du fondateur. Une motion commença à circuler. Elle visait à soumettre au vote le maintien ou la destitution de Louis en tant que PDG. Le soutien de Claire devenait alors plus qu'un symbole, un enjeu politique. Lorsqu'elle apprit la nouvelle, elle resta d'abord figée. Puis, lentement, elle comprit. Louis avait pris tous les risques pour elle, pour le projet, pour cette idée qu'une société pouvait faire mieux. Et maintenant, il en payait le prix. Elle se demanda si elle était prête à en faire autant. Le bureau de Claire, désormais situé dans l'aile réservée aux projets stratégiques d'Ecotech, lui semblait trop grand, trop lumineux, trop exposé. Elle n'avait pas demandé cette place. Elle n'avait pas rêvé de pouvoir. Ce qu'elle voulait, c'était construire quelque chose de vrai, d'utile. Mais depuis l'annonce publique de Louis, elle était devenue un symbole. Et les symboles dérangent. Dans les jours qui suivirent, l'ambiance dans les couloirs de l'entreprise changea. On ne la saluait plus avec froideur, mais avec prudence. Certains lui souriaient avec hypocrisie, d'autres murmuraient derrière son dos. Des documents semblaient se perdre, des réponses tardaient à venir. Et surtout, Claire vit les effets pervers de l'initiative de Louis,
Lui-même était désormais la cible d'un mouvement orchestré depuis l'intérieur. Une coalition d'investisseurs, menée par 2 membres influents du Conseil, exigeait une révision urgente de la gouvernance. Il le disait sans détour. La ligne sociale de Louis compromettait les objectifs de rentabilité à court terme. Ils accusaient le PDG d'avoir personnalisé l'entreprise autour d'un idéal utopique, de négliger les partenaires historiques au profit d'une vision instable. Un vote avait été fixé pour la fin du mois, et selon les calculs qui circulaient, l'équilibre était précaire. Si un seul des grands investisseurs basculait, Louis pourrait être contraint de quitter ses fonctions. Officiellement, pour divergence stratégique. Lorsque Claire apprit cela, elle fut prise d'un vertige. L'homme qui l'avait soutenu, protégé, valorisé, risquait de tout perdre. À coupe. Ce d'elle. C'est du moins ce qu'elle croyait. Les regards, les rumeurs, les rapports partiels filtrés aux médias spécialisés. Tout semblait pointer vers cette idée. C'était la Claire Dubois de Louis qui mettait l'entreprise en péril. Elle resta prostrée dans son bureau pendant des heures. Elle relut les premiers documents qu'elle avait rédigés. Elle se demanda ce qui lui avait pris de croire qu'elle avait sa place ici. Elle pensa à tout abandonner, quitter le projet, démissionner, protéger Louis d'elle-même, écarter son image du débat pour qu'il puisse négocier en paix. Mais quand elle entra dans son bureau ce soir-là, déterminée à lui remettre sa lettre de départ, il l'attendait assis sur le canapé, un verre d'eau à la main. Il semblait fatigué, mais son regard n'avait rien perdu de sa clarté. « Je sais pourquoi tu es là, dit-il avant qu'elle n'ouvre la bouche. » Claire resta figée. « Je vais partir, Louis. Tu dois pouvoir défendre ta position sans que... Mon nom complique tout. Ce projet peut continuer sans moi. » Il sourit tristement. « Non, ce projet existe à travers toi. Il a ta voix, ta mémoire, ton expérience. Si tu pars, il devient une case dans un organigramme. Et ça, je refuse. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Mais si tu es évincé, tout s'effondre. » Louis posa son verre, s'approcha, parla doucement. « Tu crois que j'ai fait tout ça par charité? Tu crois que je t'ai soutenu pour réparer quelque chose? Non, Claire. Je l'ai fait parce que tu es la seule à avoir eu le courage de me rappeler ce qu'on avait oublié ici. Pourquoi on a commencé? Tu m'as sauvé d'un cynisme qui me rongeait. Si je perds ma place pour ça, alors ce sera le prix de rester fidèle à ce que je suis devenu grâce à toi. » Elle ne put retenir ses larmes. C'était trop de poids, trop de vérité. Il s'approcha encore et pour la première fois, ses mots franchirent une frontière nouvelle. « Ce n'est plus seulement un combat d'idées, Claire. Tu le sais aussi bien que moi. Depuis ce jour-là à République, tu fais partie de mon chemin. Tu as changé ma manière de voir, de vivre, de vouloir. » Il ne prononça pas d'autres mots. Mais il n'en fallut pas plus. Tout ce qu'il n'avait pas dit était là, dans l'espace entre eux. Claire se redressa lentement. Elle comprit que sa place n'était pas à l'écart, mais au cœur de ce moment, qu'elle ne pouvait pas fuir, quand tout appelait à rester. Elle prit une décision silencieuse. Elle allait défendre ce projet jusqu'au bout. Elle allait se battre pour que l'espoir ne soit pas effacé par le confort des habitudes. Et ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'une main inattendue s'apprêtait à se tendre, une main capable de renverser tout l'équilibre du pouvoir. La veille du vote décisif, Claire dormit peu. Elle avait passé la journée à finaliser les derniers ajustements du programme social, à répondre aux courriels avec une précision chirurgicale, à soutenir son équipe tout en dissimulant la tempête intérieure. Elle ne savait pas ce que le lendemain lui réservait, mais elle avait décidé de ne plus vivre dans la peur de perdre. Elle avait vécu trop longtemps dans l'ombre de la peur. Maintenant, elle avançait. Le matin du vote, une surprise attendait toute l'équipe d'Ecotech. Un jet privé venu de Stockholm atterrit à l'aéroport de Paris-Le Bourget. À son bord, Eric Sjöberg, l'un des plus importants investisseurs de la société. Personnage discret mais influent, il détenait à lui seul près de 18% des parts de l'entreprise et son vote allait être déterminant. On le disait pragmatique, inflexible sur les résultats, indifférent aux questions sociétales. Pourtant, contre toute attente, il avait demandé une rencontre privée avec Claire Dubois. Ils se retrouvèrent dans une salle vitrée du dernier étage. Claire, tendue mais résolue, lui tendit la main. Il la serra fermement, puis s'assit sans un mot. Il avait ce regard typique des hommes d'affaires nordiques, froid, analytique, mais jamais cruel. « Vous n'avez pas de diplôme.
Vous avez commis une erreur à vos débuts. Vous êtes, de ce que j'ai compris, une anomalie dans ce milieu. » Claire ne répondit pas immédiatement. Il poursuivit « Et pourtant, ce projet a des taux de participation supérieurs à tout ce que j'ai vu dans cette entreprise ces 3 dernières années. » Claire se redressa, surprise. « J'ai lu tous vos rapports, j'ai fait parler les chiffres, et j'ai visionné la vidéo de votre présentation à Lyon. Vous avez été bousculé, mais vous n'avez pas fui. Vous avez fait front, je respecte cela. » Elle sentit une chaleur étrange l'envahir. « Monsieur Sjöberg, je n'ai jamais prétendu être autre chose que ce que je suis. J'ai beaucoup à apprendre, mais j'ai aussi beaucoup à transmettre. Ce projet n'est pas une vitrine, c'est une nécessité. Et je ne suis pas seul. Derrière moi, il y a des dizaines de femmes qui veulent juste une seconde chance. » Le magnate la fixa encore un moment, puis hocha la tête. « Ce que Louis Marchand essaie de faire ici est risqué, mais cela pourrait redéfinir la notion même de valeur dans notre secteur. Et j'ai toujours investi dans les révolutions silencieuses. » Il se leva. « Vous avez mon soutien, et il aura le mien. » L'information circula à une vitesse fulgurante. Lors de l'Assemblée générale de l'après-midi, alors que les membres du conseil d'administration se préparaient à voter, Éric Sjöberg demanda la parole. Il déclara publiquement son appui total au projet social porté par Claire et Louis et annonça qu'il investirait personnellement pour l'extension du programme à l'international. Le choc fut total. L'opposition, prise de court, s'effondra. Le vote tourna court. Louis Marchand resta PDG à une majorité renforcée. Claire, assise au fond de la salle, ne savait plus quoi ressentir. Soulagement, fierté, vertige. Elle venait de vivre un moment que peu auraient imaginé possible quelques mois plus tôt. Un geste qu'elle avait cru anodin, une étreinte, sur un trottoir, avait déclenché une suite d'événements qui redéfinissaient désormais le paysage d'une entreprise internationale. Après l'assemblée, alors que la foule se dispersait lentement, Louis la rejoignit. Il ne dit rien. Il la prit simplement dans ses bras. Cette fois, elle ne trembla pas. « Tu ne m'as pas seulement aidé à garder ma place, murmura-t-il. Tu m'as rappelé pourquoi cette place avait un sens. » Claire sourit, les larmes aux yeux. « Et toi, tu m'as permis de croire que j'en avais une, moi aussi. » Ce soir-là, en rentrant à Montreuil, Claire contempla depuis sa fenêtre les lumières de Paris. Elle savait que quelque chose avait basculé. Elle n'était plus une passagère de sa propre vie. Elle en était devenue l'architecte. Et bientôt, une nouvelle proposition viendrait sceller ce changement, une proposition qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Les semaines qui suivirent le maintien de Louis à la tête d'Ecotech Habitat furent d'une intensité rare. Dans les couloirs, les dynamiques internes avaient changé. Le respect que Claire suscitait n'était plus fin. On venait désormais à son bureau avec de vraies questions, de vraies propositions, de vraies attentes. Elle n'était plus le symbole, elle était devenue une référence. Louis, fidèle à sa parole, officialisa la création du département d'innovation sociale comme entité permanente, avec son propre budget, ses équipes dédiées et un mandat à long terme. Et un matin, lors d'une réunion privée entre eux deux, il glissa doucement une feuille vers elle. « C'est ton contrat, dit-il, pour un poste de directrice officielle, permanente, avec pleine autorité sur les orientations stratégiques du département. » Claire prit le papier, les mains tremblantes. Le titre inscrit en haut, directrice de l'impact social et de la transformation inclusive. Un poste qui n'avait jamais existé auparavant. Un rôle pensé pour elle, par elle, avec elle. « Je ne sais pas si je suis prête, murmura-t-elle. « Si tu n'étais pas prête, tu ne serais pas ici, répondit Louis. Et tu n'es pas seule. Tu as une équipe. Tu as ta voix. Tu as ta vision. » Elle signa. Pas par impulsion, mais avec conscience. C'était plus qu'un emploi, c'était un ancrage, une continuité. Une manière de dire à la jeune fille qu'elle avait été, errant entre foyer et emploi précaire, « Tu as ta place ». Sous sa direction, le département grandit rapidement. Les premières bénéficiaires du programme pilote entamèrent des parcours de formation avancés, certaines furent embauchées dans d'autres filiales d'Ecotech, d'autres montèrent leur propre micro-entreprise, soutenues par un fonds d'investissement solidaire. Claire insista pour qu'un volet d'accompagnement psychologique soit intégré, ainsi qu'un dispositif de mentorat par des femmes ayant déjà vécu des transitions similaires. Elle-même continua à vivre à Montreuil. Elle refusait de déménager dans un quartier plus chic, malgré les recommandations insistantes de certains collaborateurs.
Elle savait ce que cela représentait pour les femmes qu'elle accompagnait. Elle voulait rester proche de leur réalité. Dans son petit immeuble, on la saluait avec plus d'insistance, on lui demandait conseil, on l'admirait parfois sans le dire. Mais ce fut lors du dernier événement de l'année, une conférence interannuelle d'Ecotech, réunissant les employés de toute la France, que Louis posa un acte que nul n'avait anticipé. La grande salle du Palais des Congrès était remplie. Claire était assise au premier rang, entourée de membres de son équipe. Louis monta sur scène pour son discours de clôture. Il parla des réussites de l'année, des chiffres de croissance, des innovations techniques. Puis après une courte pause, il changea de ton. Mais si je ne devais retenir qu'une chose cette année, ce serait ceci. Parfois, le plus grand bouleversement ne vient pas d'un brevet ou d'un contrat, mais d'un geste simple, un geste humain. Il descendit alors de la scène, se dirigea vers Claire, tendit la main et l'invita à le rejoindre sous les projecteurs. Le jour où tout a changé pour moi, ce n'est pas le jour où j'ai signé un accord à plusieurs millions. C'est le jour où, à un carrefour parisien, une femme en larmes m'a enlacé sans dire un mot. Ce jour-là, c'est elle qui m'a sauvé. Devant les centaines de collaborateurs réunis, il entoura Claire de ses bras dans une étreinte silencieuse. Un geste identique à celui de République. Mais cette fois, c'était lui qui s'y abandonnait. Un frisson parcourut la salle. Certains filmèrent, d'autres essuyèrent des larmes discrètes. Claire Dubois ne m'a pas seulement rappelé que l'entreprise pouvait avoir une âme. Elle m'a montré que parfois, le vrai leadership naît dans le silence d'une douleur reconnue. Ils restèrent un moment l'un contre l'autre avant de se tourner vers le public, main dans la main. Cette nuit-là, Claire comprit que son histoire n'était plus seulement la sienne. Elle avait semé quelque chose. Une idée. Une foi nouvelle en ce que peut être le pouvoir quand il se met au service du réel. Mais le plus fort restait encore à venir. Un dernier geste. Une dernière image. Celle qui allait boucler la boucle et inscrire à jamais leur récit dans les mémoires. La fin de l'année approchait, et avec elle, le bilan d'un cycle qui n'avait rien de banal. Ecotech Habitat, autrefois simple promesse du monde des technologies vertes, était désormais cité comme modèle d'intégration de l'innovation sociale au cœur de la stratégie d'entreprise. Mais au-delà des classements, des articles dans la presse économique, des tables rondes où son nom était prononcé avec respect, ce qui marquait Claire était plus profond, plus intime. Elle voyait chaque jour des femmes reprendre confiance, marcher plus droite, parler plus fort, oser rêver à nouveau. Elle avait cessé de se demander si elle était à la hauteur. Elle l'était. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était restée vraie et fidèle à celle qu'elle représentait. Le dernier événement officiel de l'année fut organisé en plein cœur de Paris, dans une grande halle rénovée en centre culturel éco-responsable. Les murs étaient décorés de portraits en noir et blanc, des visages de femmes issues du programme Rebond, chacune accompagnée d'un court témoignage. On y lisait des mots simples mais puissants. On m'a regardé autrement. Je me suis reconnu dans les yeux de Claire. Je me suis souvenu que j'existais. L'atmosphère était solennelle mais joyeuse. On sentait que quelque chose avait été construit cette année-là, quelque chose de plus fort que des chiffres, une communauté, une cause partagée, un changement de regard. Claire devait conclure la soirée par un discours, mais au moment de monter sur scène, elle aperçut Louis, déjà debout, micro en main. Il l'invita à le rejoindre. Elle hésita puis s'avança sous les applaudissements discrets mais sincères. Cette année, dit-il, a été marquée par des innovations majeures, mais si je devais ne retenir qu'un seul événement, ce serait ce matin-là à République. Un frisson traversa la salle. Les anciens collaborateurs savaient, les autres écoutaient, fascinés. Ce matin-là, une femme que je ne connaissais pas m'a enlacé, sans un mot. Ce geste m'a touché plus que 1000 discours. Il m'a rappelé que l'humain vient toujours avant le projet, qu'avant d'être PDG, ingénieur, conseiller, on est des êtres en attente de liens, et que parfois, c'est ce lien qui nous sauve. Il se tourna vers Claire et devant toute l'assistance la prit dans ses bras. Ce n'était pas un geste de cérémonie, c'était un geste de gratitude, d'alliance, d'humanité partagée. « Claire Dubois, dit-il d'une voix émue, ce que vous avez construit ici est plus qu'un programme, c'est un rappel que nos entreprises peuvent avoir un cœur et que ce cœur peut battre très fort. » L'assemblée se leva d'un seul mouvement. L'émotion était palpable. Les applaudissements durèrent longtemps, mais dans le silence intérieur de Claire, un
Autre bruit dominait, celui d'un cycle qui se fermait, celui de cette jeune femme égarée, autrefois rejetée, qui maintenant inspirait, guidait, éveillait. Après la cérémonie, elle s'attarda dans la salle, seule, en retrait. Elle observa les derniers invités partir, les techniciens ranger les câbles, les lumières s'éteindre une à une. Elle s'assit sur un banc de bois brut et resta là, les mains posées sur les genoux, le regard perdu dans l'espace. Louis la rejoignit sans bruit. Il s'assit à côté d'elle. Aucun mot n'était nécessaire. Puis il dit, à mi-voix, « Tu sais ce que j'ai compris ce soir. »« Quoi donc ?» murmura-t-elle. « Que c'est toi qui m'as dirigé depuis le début. Moi, je t'ai offert un poste, mais toi, tu m'as offert une cause. » Elle sourit, fatiguée mais sereine. Alors on est quitte. Ils restèrent encore un moment, côte à côte, deux êtres que rien ne prédestinait à se rencontrer, mais que le hasard, ou peut-être quelque chose de plus profond, avait réunis. Dans les jours qui suivirent, une photo fit le tour des réseaux sociaux, celle de cette étreinte sur scène, légendée simplement. Tout a commencé par un geste, et dans le cœur de milliers de femmes en France, ce geste alluma une lumière, celle d'une possibilité, d'un renouveau, d'un avenir plus juste. Claire Dubois n'avait pas changé le monde entier, mais elle avait changé des vies. Et parfois, c'est déjà tout ce dont le monde a besoin.